Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Ludovores pour ce 150e numéro du menu crowdfunding. Et oui, peut-être vous êtes un peu surpris, mais ce n'est pas Kevin, c'est moi, Xavier, qui va vous présenter ce numéro. Alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, elle est pour Kevin, la mauvaise, elle est pour nous. Kevin, en fait, les Ludovores, c'est terminé. Il a été recruté par EVE Studio, vous savez, le studio qui s'occupe de Veiled Fate, de Moonraker, entre autres, pour participer, pour devenir membre de leur studio international de développement de jeux. Donc, les Ludovores, c'est terminé. Mais je reprends le flambeau. Alors, je vais vous demander d'être un petit peu indulgent au début, le temps que je reprenne le rythme et la professionnalité de Kevin sur ce menu crowdfunding. Mais ne vous inquiétez pas, pour vous, rien ne va changer, tout va continuer pareil sur cette chaîne. Compte là-dessus. On me voit là Michel, on me voit là. Et bonjour à tous, c'est Nyx des Ludovores, et oui, vous ne rêvez pas, les Ludovores sont maintenant une succursale de la chaîne Nyx. Avec le départ de Kevin, je vous ai racheté tout ça pour une bouchée de pain, et j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, et c'est peut-être même un peu mieux. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est qu'on n'est pas là pour faire du recyclage, on est plutôt là pour passer un grand coup de balai. On va ruer dans les brancards, fini l'imparfait du subjonctif, là, fini les anglicismes avec l'accent. On est là pour vous donner des infos en brut, en clair, comme vous aimez. Et on commence avec cet épisode 150 du menu crowdfunding, que bon, vu les circonstances, vous vous doutez, j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer. Malgré tout, on... Qu'est-ce que c'est? C'est le script qu'a écrit Kevin pour l'émission. Ok. Et il y a beaucoup de mots, hein. Bonjour à toutes et à tous, c'est Nyx des Ludovores. On se retrouve comme chaque semaine pour le menu crowdfunding, et je ne suis pas sûr d'avoir mimé... Avec plaisante, on peut pas dire ça quand même. Juju, ça va? Là, tout ça, là. Plaisante, c'est une blague, non? Ah non, c'est toujours comme ça. Faut pas garder ça. Eh, ça dégage. Hop, et voilà. C'est quand même l'introduction. Puis alors, je vais te dire, hein? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que là, tout ça, là, facile. Hop, ça saute aussi. Puis là, on a un truc déjà un petit peu mieux. Bah, il va pas rester grand chose. Je crois pas avoir de leçons à recevoir de quelqu'un qui regarde des vidéos règles, ok? Hallucinant, quoi. Pour vous taiser, on y va. Bonjour à tous, c'est Nyx des Ludovores, et on se retrouve pour le menu crowdfunding. On attaque avec les desserts et le seul jeu de la semaine. Il s'agit de... Non, je suis désolé. On arrête tout. Non, je peux pas, je suis désolé. Je peux pas les laisser faire ça. T'as pas vu l'intro encore? Ah, c'est pour ça. Ah non, je t'assure. Il y en a un qui est à moitié endormi. Il nous parle de professionnalité, le gars. Il sait même pas ce que ça veut dire, le truc. Puis t'as l'autre raclure, là, derrière, là, qui essaie de nous faire une OPA sur la chaîne, ni vu ni connu, tu sais, hein. Ah, qui montre enfin son vrai visage, tu vois, hein. Raclure de bidet, là. Puis en plus, il fait bosser sa femme gratis, à tous les coups, sûr. Hein, le misogyne, là. Je te pendrais ça sur la place de Grève, moi, je t'assure. Puis après, tu sais, je te couperais ça en cubes, puis après, je les filerais à des porcs, tu vois. Et encore, je suis pas sûr que ce serait pas de donner de la confiture à des cochons, tu vois. Non, là, vraiment, Austin, je suis désolé. Hein, Ivy Studio, super opportunité, super salaire, vraiment. Rien à dire, mais non, là, je peux pas. Décemment, moralement, il y a des limites, tu vois, il y a une éthique à avoir. Je peux pas. Un capitaine ne quitte jamais son navire. Hein, même si le bateau, il est en train de prendre la flotte, non, tu te barres pas. Non. Il y a juste pas la relève derrière, tu vois. Pas le talent, pas le charisme derrière, tu vois. Quoi? La prétention. Ah, ferme-la. Pas de prétention qui tienne, là, hein. Puis l'autre qui essaie de me faire passer pour un amateur, c'est avec son script de 3 pages et demie, là. Branquignol, va. Tiens, vas-y, passe-moi l'intro. Non, juste l'intro, pas tout le script, juste l'intro, voilà. Voilà, merci. Attends, l'intro, ouais, c'est ça, hein. Ok. Non, il y a un petit peu de la première partie derrière, quand même. Non, c'est juste l'intro. Bon, c'est bien. Oh, ok. Ça, tu vois, ça, c'est une belle intro, ça.
Hein, là on est bien, là on se met bien. Enfin bon, putain. Hein, je t'assure, hein, moi qui pensais avoir une belle opportunité, etc., de carrière, hein, non, on peut pas. Pas possible, tiens. Enfin bon, que voulez-vous? Hein, ouais, on commence, hein, en tant qu'à faire, maintenant qu'on y est. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. Hein? Quoi le... Ouais, on avait dit qu'on arrêtait le... comme ça, là? Ouais, mais je sais pas, c'est pour donner un peu de l'entrain, c'est pour impliquer le spectateur, tu vois. On a une époque où les mecs ils s'impliquent pas forcément naturellement, ils vont devant des vidéos toute la journée, ils sont comme ça, non, il faut les impliquer, tu vois, hein, il faut les inviter à regarder, à partager ce moment, avec moi en plus, avec moi, tu vois, c'est quand même pas n'importe quoi le truc. Bon, on la refait, ok, j'essaie, non, je vais pas le, ok, j'essaye. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, avec donc le fameux numéro 150 du menu crowdfunding. Il fallait bien qu'il arrivât un jour, hein, et le voici donc. Alors c'est pas le numéro 200, c'est pas le numéro 100, c'est pas un numéro rond exactement, mais quand même, c'est quand même une milestone, hein, petit anglicisme que vous me pardonnerez aisément malgré tout. Et donc, on est vraiment là cette fois-ci entré de plein pied dans le mois de septembre, donc c'est véritablement là la rentrée, hein, et on va entrer progressivement dans une période où il y aura de plus en plus de campagnes vraiment super intéressantes, avec donc des entrées, des plats, des desserts dans tous les sens. On va repeindre les murs, on fera aussi des pledges qu'on pourra pas assumer, hein, vous le savez, et puis bien sûr, comme chaque semaine, vous y retrouverez aussi toutes ces petites expressions qui existent et qui n'existent pas aussi d'ailleurs parfois, hein, et qui font bien sûr le sel de cette émission, hein, et le poivre aussi, hein, parce que voilà, on fait les deux en même temps, on fait d'une pierre deux coups, tu vois ce que je veux dire. Voilà, du coup, sans plus tarder, les trois parties habituelles que j'ai mentionnées tout à l'heure, c'est à suivi. Entrée, plat, dessert, par ordre croissant d'intérêt pour les campagnes en question. Et oui, j'ai un cheveu qui m'emmerde, voilà, il est parti, enfin il est pas parti, je l'ai juste repoussé, hein, voilà, belle crinière que j'ai, hein, quand même, pas encore tout à fait blanche, mais quand même ça vient. Et donc, sans plus tarder, cette fois-ci, c'est bon, on est parti. Allez, on se lance donc dans les entrées de la semaine, et d'abord je fais une petite parenthèse pour vous dire que dans l'intro j'ai quand même un peu exagéré. Oui, certes, on est bel et bien entré dans le mois de septembre, et qui dit mois de septembre dit rentrée des classes entre guillemets, beaucoup d'éditeurs qui vont lancer des grosses campagnes, et il y en a déjà quelques-unes qui sont lancées, hein, ça c'est pas faux en soi, mais cette semaine on n'est pas sur un gros menu quand même, hein, pour être tout à fait honnête. Ça va venir dans les semaines à venir, hein, là c'est sûr et certain, mais cette semaine on est encore sur quelque chose de quantitativement assez léger. Qualitativement, il y a quand même pas mal de choses intéressantes cette semaine, on va le voir, mais bon, ça devrait pas être un menu trop long quand même, je pense. Et on commence tout de suite par les entrées avec Sky Painters. Et comment vous dire, c'est ultra kitsch. Alors bon, le kitsch peut avoir un certain charme, hein, il y a des degrés de kitschisme, oui j'invente des mots, c'est comme ça, j'invente des concepts qui peuvent être acceptables. Là, Sky Painters, ça reste de l'ordre de l'acceptable si on le sort avec des petits, des jeunes quoi, hein. Je pense qu'à 6, 8, 10 ans, potentiellement, ça peut encore éventuellement attirer le chaland. Au-dessus, c'est vrai que dans une ludothèque d'adultes, ça peut potentiellement être un tout petit peu embarrassant. Mais, il y a un petit charme quand même pour Sky Painters. D'ailleurs, 116 contributeurs se sont quand même rameutés sur le projet de Big Gamers Games. C'est un peu répétitif, qui est un éditeur mexicain qu'on avait déjà aperçu par le passé sur Kickstarter pour Gnomistic, qui avait fait genre 230 contributeurs, et Mad Hatter, qui avait fait un résultat beaucoup plus confidentiel, genre moins de 100 contributeurs, moins de 50 peut-être même, j'ai oublié. Et donc du coup, il nous revient avec Sky Painters, qui potentiellement pourrait faire le meilleur résultat de l'éditeur pour l'instant. Bon, c'était des petits scores, faut bien dire, mais on est sur un petit jeu relativement accessible et familial. Je crois que c'est pour du 10 ans et plus. Voilà, 10 ans et plus, 45 minutes la partie, pour 2 à 4 joueurs, donc pas de mode solo, pas de VF non plus au passage, et on est sur un petit jeu avec différents mécanismes relativement légers, mais avec également 3 conditions de victoire différentes. Vous aurez donc à cœur de faire un tableau, créer un tableau de 9 cartes avec des Sky Painters, donc des petits dragons qui vont repeindre le ciel après que celui-ci ait été terni par une entité maléfique, en gros. Ou sinon, vous pouvez essayer de choper 5 dragons légendaires, 5 Sky Painters légendaires, déclenchant ainsi une
une fin de partie automatique, une victoire automatique, ou simplement si aucune personne autour de la table n'arrive à faire l'une de ces deux conditions de victoire là, eh bien on va juste compter les points en fin de partie pour espérer l'emporter. Voilà un petit peu pour ce qui est des composants. Bon, c'est encore une fois assez kitsch, mais c'est assez mignon aussi, à voir. Bon, je suis pas hyper convaincu parce que je suis pas clairement le cœur de cible de ce type de jeu là, mais je peux comprendre qu'il puisse attirer un petit peu certaines personnes. Sachez que le pledge de base, donc le pledge Elementary Wings, est à 55 €, et après vous avez d'autres pledges éventuellement pour ajouter d'autres jeux de l'éditeur, entre autres, en ajoutant un petit peu de caillasse par-dessus le pledge de base. Voilà donc pour ce qui est de Sky Painters, 116 contributeurs, près de 9000 € d'engrangés. Le jeu est donc financé à l'heure où je vous parle, 19 jours avant la fin de la campagne, car oui, je l'ai pas encore dit, mais j'enregistre un jeudi parce que je serai trop occupé ce samedi et dimanche, donc je ne pourrai pas faire le montage, donc je m'y prends un petit peu en avance. Tout petit projet qui nous vient de Los Angeles, il s'agit de Soluna Explorers, pour tous les amateurs de RPG qui voudraient potentiellement convertir des amis anglophones, parce que là encore une fois il n'y a pas de VF. Soluna Explorer, ça pourrait être une porte d'entrée relativement accessible, d'ailleurs c'est comme ça que ça se présente, The Gateway Card Game to RPGs, donc la porte d'entrée vers le jeu de rôle. Pour l'instant ça n'a pas convaincu grand monde. 23 contributeurs, et malgré un objectif de financement assez léger, pour l'instant on est à peine à 50%, donc ça galère un petit peu quand même, mais il reste 26 jours avant la fin de la campagne. On est sur une DA pas vilaine, c'est pour 1 à 4 joueurs en collaboratif, coopératif devrais-je plutôt dire, pour des parties de 10 à 15 minutes, et c'est pour 7 ans et plus, donc vraiment quelque chose de très accessible, essentiellement basé sur des cartes, avec de l'exploration. J'aime beaucoup le côté un petit peu dessin au trait, pas encore fini, je trouve que ça apporte un certain charme, mais je suis vraiment pas le public, encore une fois, les jeux de rôle, j'ai testé que 2 fois pour être tout à fait honnête, donc je manque d'expérience, mais j'ai pas tellement accroché en règle générale, donc bon, à voir. Au-delà de ça, ça coûte aussi pas très cher, vous voyez, puisqu'on est sur un pledge de 19 €, donc ça reste relativement accessible, et en plus de ça, ça pourrait être livré en décembre 2024. Bon, si vous avez un groupe de joueurs que vous voudriez initier au RPG, qui sont pas trop réticents vis-à-vis de la langue de Shakespeare, ça pourrait éventuellement être une porte d'entrée vers ce monde qu'est le jeu de rôle. 23 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne pour Soluna Explorers, qui sera certainement tiré en un très petit nombre de copies, donc ça pourrait être aussi un petit peu collector. On enchaîne tout de suite avec le tout premier projet de Staniforth Games, qui nous vient d'Angleterre, oui c'est ça, de Warwickshire. 73 contributeurs, bon c'est un petit peu mieux que le projet précédent, mais ça galère un petit peu quand même, avec 2165 € d'engrangés sur 8307 nécessaires, c'est un petit peu galère, mais bon, c'est pas une si grosse somme que ça peut potentiellement se faire, on verra d'ici 28 jours, donc la fin de la campagne. Impossible Dungeon, c'est théoriquement un gros jeu dans une petite boîte, c'est un jeu de dungeon crawler, vous l'aurez imaginé, vu le titre, Impossible Dungeon Maybe, pour 1 à 6 joueurs, avec donc un mécanisme de retournement de cartes que l'on aura découvert, ces différentes pièces d'un même donjon dans lequel on va bien sûr faire des rencontres plus ou moins amicales et dont on devra essayer de s'échapper. Il y aura aussi des trésors à choper. Bon, la page de la campagne n'est pas hyper sexy, faut être honnête, ça sent le premier projet amateur avec peu de moyens, en même temps c'est aussi la nature même de Kickstarter à l'origine d'aider ce genre de projet là, mais c'est vrai que bon, ça vend pas du rêve, ça met pas le petit engin à 90 degrés, il est vrai. Je le confesse, mais bon, il y a peut-être un jeu sympa derrière, encore une fois malheureusement, pas de VF disponible, donc il faudra quand même avoir un tant soit peu de connaissance de la langue de Shakespeare pour éventuellement pouvoir jouer à Impossible Dungeon Maybe, qui coûtera 28 € pour le Early Bird. Early Bird, pour l'instant, il reste pas mal de disponibilité, donc ça devrait aller. Sinon, au pire, si vous ratez le Early Bird, ça coûtera donc 30 €, ça reste relativement abordable, même si le matos est pas flamboyant non plus, une fois sur la table. Voilà donc pour Impossible Dungeon. Il y a quelques temps, on avait parlé de F1 Roll and Race, un petit roll and write dans l'univers de la Formule 1. Alors oui,
vous connaissez un peu la chaîne peut-être, hein, Formule 1 pour nous, c'est hit ou c'est rien. Mais en vrai, c'est parce qu'on manque un peu d'expérience. Peut-être qu'il y a d'autres jeux de F1 vraiment super sympas. Mais bon, là, un roll and write, même si c'est vrai que ça pourrait théoriquement se prêter très très bien à ce genre de jeu de course, c'est pas un truc qui m'attire outre mesure. Mais ceci dit, F1 Roll and Race, j'aurais quand même plaisir à le tester un de ces jours si l'opportunité m'en est donnée. Et donc, F1 Roll and Race, je crois que la campagne précédente était sur Kickstarter, mais je peux me tromper, j'ai oublié, qui nous vient de Titan Board Games, nous revient cette fois-ci sur GameFound pour 3 extensions, toujours en print and play, bien évidemment, avec les règles en VF, en PDF en tout cas, hein, pas en version physique, vous l'aurez compris, parce que de toute façon, c'est un print and play. Suivez un petit peu. Il reste 40 jours avant la fin de la campagne, 40 jours, on est rendu à Noël quasiment. J'exagère un tout petit peu, mais la campagne est quand même assez longue. 140 backers, et 1900 € d'engranger sur 50 nécessaires. Bon, print and play, c'est souvent comme ça, l'objectif de financement est généralement assez léger. Du coup, F1 Roll and Race, je me disais bien que c'était pas Roll and Write, le petit jeu de mots est bien placé. 15 minutes la partie, c'est pour 1 à 99 joueurs, comme souvent les Roll and Write, ça vous permet de jouer avec masse de joueurs, c'est pour 10 ans et plus, et donc en gros c'est quand même du solo multiplayer, on va dire, un multijoueur, pour des parties de 20 à 30 minutes, c'était écrit 15 ici, bon, que croire, j'aurais plutôt tendance à croire le 20 à 30 minutes la partie, et donc vous allez chacun partir avec donc votre petite feuille perso, avec votre petite voiture, et puis un circuit sur lequel vous allez être amené tout simplement à progresser. Vous vous en doutez un petit peu, avec bien sûr des dés, puisque ça reste un roll and write, et votre voiture avec différentes combinaisons de dés à utiliser en fonction des opportunités qui se présentent. Voilà, je vais pas passer trop de temps là-dessus, mais voilà, pour rappel, il y avait déjà l'Espagne, le Canada, etc. Et donc ça va rajouter encore 2 nouveaux circuits également. On a ici la France, l'Italie, l'Angleterre, etc., etc. Donc il y a également des petites extensions qui vont rajouter aussi quelques petits mécanismes nouveaux, tels que la météo par exemple, qu'il faudra également prendre en compte. Pour ce qui est des pledges, vous avez le pledge de base qui est à 5 €, là c'est vraiment uniquement le jeu de base. Ensuite vous avez Race Street Circuits à 4 €, donc c'est juste un assemblage de plusieurs circuits supplémentaires qui vont ajouter Bakou, Las Vegas, Marina Bay, Monaco et Yas Marina, donc les circuits en ville, hein, clairement tels que Monaco. Ensuite le all-in à 15 €, donc ça reste abordable parce que c'est du print and play, où là vous aurez 12 voitures, 16 circuits différents, donc c'est vraiment la totalité de ce qui a été produit jusqu'à présent, ou encore vous pouvez backer pour choper aussi les précédents jeux de l'éditeur tels que Aquaris ou Renters par exemple. Voilà donc pour ce qui est de F1 Roll and Race, plus ces nouvelles extensions, 140 backers pour l'instant, près de 2000 € d'engrangés, 40 jours avant la fin de cette longue campagne. Prochain projet, en vrai, pour être tout à fait net, celui-là, je le présente uniquement pour Xavier. Hein, petit cadeau. Parce que, voilà, c'est Battlebound AR Cards Tank Wars. Il y a des tanks. Et qui dit tank, dit Xavier égale demi-molle. Voilà, déjà, enfin demi-molle. Il a 47 ans, c'est pas aussi facile que ça, hein. Mais, quand même, les tanks pour Xavier, hein, le petit canon qui monte à 55 degrés. Battlebound AR Cards, comme son nom l'indique, c'est un jeu qui va mêler de la réalité virtuelle avec un jeu de cartes qui est un TCG, donc un Trading Card Game, donc un jeu de cartes à collectionner, à échanger. Alors malheureusement, la page de la campagne est faite avec les pieds par un QJat, donc ça c'est un petit peu dommage, il n'y a pas d'illustration, mais regardez la vidéo, ça vous donnera un aperçu. En fait c'est un petit jeune qui a quoi, 16-17 ans je crois, Andrew Hune, 16 ans. 16 ans le gars. Déjà, classe quand même. À 16 ans, le mec fait un jeu en réalité augmentée, hein, quand même. C'est pas rien. Et du coup, il a fait des cartes à collectionner sur des tanks. Il y a différents types de tanks, il y a différentes upgrades disponibles. Vous pourrez améliorer vos tanks, vous pourrez aussi poser des tourelles de sécurité pour shooter les tanks à distance, etc. Vous allez scanner chacune des cartes, ça vous fera une sorte de champ de bataille et vous pourrez ainsi vous confronter à vos adversaires autour de la table. Alors je trouve ça pas hyper joli pour l'instant, mais bon, il a aussi besoin du financement pour ça. Et puis les tanks ça m'attire absolument pas, mais je sais que Xavier est là pour ça, il le backera pas parce que c'est en réalité virtuelle, etc. Mais bon, c'était pour le fun essentiellement que je me permettais cette petite incartade de 2-3 minutes. Voilà.
Voilà pour Battlebound AR Cards, Tank Wars, pour l'instant 46 jours avant la fin de la campagne, il y a à peine plus de backers que de nombre de jours restants, avec 47 backers, 3461 € d'engrangés. On va juste voir si dans la communauté il n'y a pas un japonais, si c'est le cas c'est Xavier. Non, malheureusement, il y en a en Pologne, à Singapour, aux États-Unis, mais il n'y a pas au Japon. Xavier l'a pas encore vu. Bon, je rage un peu. Je viens de faire les 3 plats principaux et mon PC a frisé d'un coup. Du coup, je me retape les 3 projets des plats principaux à nouveau. J'ai perdu 40 minutes pour rien. En même temps, quand on perd 10 minutes, c'est souvent pour rien, vous me direz. Mais bon, que voulez-vous, ce sont des choses qui arrivent, ce sont les méandres de la vie qui nous mènent vers les chemins inconnus. On va donc continuer avec les plats principaux, disais-je, avec, pour commencer, Ra, qui revient en financement participatif. Je crois qu'on les avait déjà vus sur GameFound d'abord. Donc c'est le nouveau projet, nouveau on va dire, de 25th Century Games. Je mets des guillemets parce qu'en réalité, Ra a connu une première sortie en 1999. Là on parle d'un siècle avant. Si vous voulez. Bon, je pense que la grande majorité, si j'en crois, les statistiques de la chaîne YouTube sont plus ou moins de la même génération que moi, donc bon, il n'y aura pas de personnes qui n'ont pas connu le XXe siècle quand même, mais ça pourrait arriver en réalité. Et donc, Ra Pharaoh Edition, donc réimpression de cette édition deluxifiée, mise au goût du jour de ce jeu de Reiner Knizia, l'un des auteurs les plus prolifiques, les plus célèbres des 30 dernières années, on va dire. Le mec a 700 jeux à son palmarès, j'exagère un tout petit peu, mais il a beaucoup de jeux. Plus de 300, si mes souvenirs sont bons, à vérifier. Et donc, cette campagne, au-delà de la réimpression de Ra, s'accompagne d'une extension, Traders, que vous voyez ici, mais également de Ra and Write, un petit jeu de flip and write, dans l'univers de Ra, avec la même direction artistique d'ailleurs, et puis également, là par contre, aucun rapport, mais Razzia, petit jeu de mots entre les rats et les Razzia, qui vient également faire son apparition durant cette campagne qui se porte très bien, très bien. 2730 contributeurs en 3 jours de campagne, ils ont fait le boulot, c'est une belle machine. 15 jours avant la fin de la campagne, 165 000 € d'engrangés. Donc je le disais, 1999 pour la date de sortie originelle de Ra, qui a donc connu une mise à jour, on va dire, en termes de composants, deluxifiés quasiment à outrance. On voit la taille de certains marqueurs, de certains pions, ils sont énormes. C'est délirant à ce niveau-là. Mais bref, globalement, une édition deluxifiée. La standard est déjà assez deluxe en réalité, pour comparer à l'édition d'origine. Pour 40$, vous aurez donc la version standard, pas trop deluxifiée. Par contre, si vous êtes vraiment fan de Ra ou de Knizia ou des deux, l'édition Pharaoh, donc le pharaon, à 90$, vient ajouter encore plus de deluxification. On va voir ça un peu plus bas, mais donc 90$, c'est un peu plus cher. N'oubliez pas aussi que Ra, j'ai oublié de le préciser, c'est un jeu d'enchères. C'est certainement l'un des meilleurs jeux d'enchères, si l'on en croit les différentes critiques qui popent un peu de ci de là sur la page de la campagne. Sachez que c'est un jeu qui date de 99 et qui depuis a quand même une très belle réputation en tant que l'un des meilleurs jeux d'enchères. Donc a priori on est sur un jeu assez solide sur ses appuis. Ensuite, 100$ pour avoir l'édition acrylique. C'est encore un petit peu au-dessus, un cran au-dessus de l'édition Pharaoh, puisque les petits tokens que vous voyez ici, avec du gros carton bien épais, c'est remplacé par de l'acrylique, et puis on a aussi des pièces en métal, je crois, et ce pledge contient déjà Traders, une extension Traders qui fait partie donc de cette campagne. Ensuite, l'extension Traders, justement, si vous voulez l'extension Traders avec un niveau de deluxification standard, c'est 15$. Sinon, pour aller de pair avec l'extension deluxifiée pour le Pledge Pharaoh, c'est 20$. Et puis ensuite, donc, vous avez le petit Flip and Write, donc Ra and Write, pour 25$. Et ensuite, Razzia, que j'ai assez peu étudié pour être honnête, parce que je suis déjà pas très attiré par la direction artistique, mais c'est 20$ également. Ensuite, le petit What's in the Box rapidement de chaque édition. Donc l'édition standard à 40$ contient déjà
tous ces éléments de jeu, relativement classe, hein, relativement clean en termes de composants, et pas très très cher en réalité. Ensuite à 90$, on a donc l'édition Pharaoh qui vient rajouter donc de la deluxification à outrance avec des tuiles oversize, avec également des petites tablettes en métal, il y en aura 80 quand même, le petit sac qui va avec. Ensuite à 100$, on a l'édition acrylique hein, avec toutes ces tuiles en acrylique là, plus l'extension Traders incluse, le How to Play. Je vous renvoie plutôt dans le premier segment de menu crowdfunding que j'avais réalisé lors de la campagne précédente de Ra. Ça devait être il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être, je ne sais plus. Il y a aussi un petit passage sur Traders avec le petit How to Play, donc ce que ça vient rajouter. Il y a un petit aperçu ici des composants qui vont venir s'ajouter au jeu de base, donc qui vont certainement ajouter un petit peu de profondeur de gameplay, de rejouabilité à un jeu qui a déjà une très bonne réputation. J'imagine que c'est une extension qui, elle, pour le coup, est, comment dire, pas exclusive, mais véritablement nouvelle, simplement, inédite, qui n'existait pas, je pense, dans la version 99, voire même les versions jusqu'à 2023, je crois, puisqu'il y a certainement eu plusieurs éditions par le passé également, jusqu'à celle-ci. Le petit How to Play ici, et donc ensuite on a le Ra and Ride, donc petit Flip and Ride avec des cartes avec différentes valeurs, différentes couleurs, différentes frises dans lesquelles vous pourrez inscrire des numéros qui figurent sur les cartes, différents combos à aller imaginer en espérant l'emporter sur les autres. Et puis Razzia, que pour les coups je vous l'ai dit, hein, j'ai pas beaucoup étudié, j'ai cru déceler vite fait des éléments de déduction, mais en réalité je me suis pas vraiment penché sur son sujet parce que vraiment c'est clairement pas le jeu vraiment à mettre en avant durant cette campagne à mon avis, c'est vraiment plutôt pour la gamme de Ra. Donc on continue, pour ce qui est des add-ons, on a aussi des tapis de néoprène, assez surdimensionnés, hein, 75$, 85$, ça picote là, hein. Les prix sont un petit peu over the top, comme on pourrait dire en anglais, donc d'autant plus que je crois qu'ils n'ont aucune utilité particulière pour jouer à Ra, si ce n'est donc un petit peu la deluxification, éviter que les composants ne glissent, etc. D'accord, mais bon, c'est quand même très très cher, même si dans les deux cas, les deux dimensions, 36 par 60, 36 par 48, vous avez aussi un petit sac de rangement, certes, mais c'est quand même très 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 cher. Le shipping, pour le Canada, mais également pour la France, ou encore pour la Belgique, et même pour la Suisse d'ailleurs, c'est 15$. Ensuite, pour nous qui sommes au Japon, eh ben, je crois ne pas avoir aperçu le Japon où que ce soit. Donc peut-être qu'on est dans le rest of the world, auquel cas c'est 50$, et ça pique méchamment la rondelle. Voilà donc pour ce qui est de cette campagne pour la réimpression de Ra qui s'accompagne d'une extension Traders, d'un nouveau jeu dans l'univers de Ra, donc Ra and Write, petit Flip and Write, et donc de Razzia, pour l'instant 2700 contributeurs, donc une campagne qui se porte très bien, 15 jours avant la fin de la campagne et 165 000€ d'engrangés. Oula, j'ai perdu le côté droit là, je suis figé parce que là j'ai trop de mignonitude devant moi, ça m'a figé. Donc là, va falloir faire quelque chose, parce que Moon Bunny, c'est beaucoup trop mignon. Alors, la couverture est très très belle, mais il y a un degré de mignonitude auquel je suis exposé ici et qui dépasse un petit peu l'entendement et qui plaira pas forcément à tout le monde, soyons honnêtes. Moon Bunny, 1350 contributeurs, c'est le deuxième projet de Hot Banana Games. Et déjà, quand tu appelles ta boîte d'édition les bananes chaudes, il y a des choses à dire, hein. Il y a des choses à analyser, je pense qu'il y a des psys à consulter. Leur premier projet, c'était Steam Up, et c'est un jeu qui avait fait beaucoup parler de lui, qui avait rencontré un fort succès sur Kickstarter à l'époque, puisque 8267 contributeurs s'étaient massés sur le projet canadien. C'était quand ça d'ailleurs? C'était en octobre 2021, c'était la première année de la chaîne. Nostalgie. Ça faisait partie des 15-20 premiers numéros du menu crowdfunding, hein, que de nostalgie encore une fois. Et donc Steam Up avait fait un énorme succès avec ses composants vraiment de très haute qualité, ça donnait presque envie de bouffer les composants, hein. Et quelque part j'ai envie de vous dire, ne le faites pas à la maison, ne le faites pas non plus à l'extérieur de la maison d'ailleurs. Mais bref, on retrouve cette qualité de production avec leur nouveau projet qui est donc Moon Bunny, très très mignon, c'est pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes environ, donc un jeu très facile à sortir, très familial, très accessible, et c'est pour du 8 ans et plus, ce qui confirme l'aspect très accessible des règles pour Moon Bunny. Donc, vous allez incarner, parce qu'au-delà de l'aspect visuel très mignon, bon, vous allez voir que la thématique, c'est aussi un petit peu perché, hein. Qui fait ça, j'ai envie de dire. Vous allez incarner un lapin alchimiste. Déjà.
qui va se déplacer sur une grille, sur un plateau avec une grille et différents ingrédients, des herbes rares chinoises, des ingrédients en tout genre, et vous allez choper des ingrédients. Vous allez aussi choper des recettes, ces petites tuiles blanches avec un numéro en haut à gauche par exemple. Vous allez aussi choper des petites tuiles qui vont vous permettre d'obtenir des améliorations d'action de certains de vos personnages au cours de la partie, etc. Et vous allez les foutre sur votre petit atelier, sur votre petit laboratoire, on va dire, pour concocter un élixir, des élixirs, voilà, des élixirs pour remporter la partie. Voilà. C'est perché, hein, je vous ai dit, au-delà de la DA, etc. Mais bon, encore une fois, je le répète, hein, c'est très très joli. Très beau, très joliment réalisé, mais c'est pas pour moi, quoi. Hein, ça me décolle un petit peu la rétine. Du coup, bof. Mais bon, j'avoue que c'est quand même très beau. Les Pledge Levels, donc on a 2 niveaux de récompense pour cette campagne. L'édition standard à 39$, je parle du dollar américain, parce que je pense que les dollars canadiens ça parle pas à grand monde, à part, bien sûr, nos très 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 chers spectateurs du Québec, à qui je fais un petit bisou bien évidemment. Et puis on a aussi la Collector's Edition à 62$ ou 85$ canadiens pour ton ami québécois. Qu'est-ce que vient ajouter cette édition Collectors? On en parle tout de suite, puisque voici le contenu des pledges, la standard avec donc les composants que vous voyez ici, les plateaux de joueurs, le plateau central double épaisseur, les petits standees en carton, des petits lapins, et les petites tuiles en carton, tout ce qui est de plus classique. Bon, rien que de très classique vraiment dans cette campagne, des petits jetons de mooncakes, vraiment classique. En même temps, le prix, 39$, on ne pouvait pas s'attendre à quelque chose de surproduit non plus. En revanche, la Collector's Edition, là, on peut s'attendre à quelque chose d'un peu plus deluxifié, puisque toutes les petites tuiles ici sont désormais en acrylique. Donc là, déjà, ça coûte cher. Ensuite, les petits standees ne sont plus en carton, mais eux aussi, vous aurez bien sûr imaginé, en acrylique également. L'addition monte un petit peu encore. On a des squishy mooncakes, des petits gâteaux un petit peu mous, un petit peu façon les petites baies dans Everdell, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu molle, vous voyez, c'est sympa au toucher, et puis c'est thématique, voilà, c'est marrant. Des petits mooncakes que vous pourrez dépenser, que vous pourrez offrir, je crois, à vos adversaires pour bénéficier d'actions différentes ou améliorées, disons. Et puis ensuite, les plateaux de joueurs qui seront un petit peu plus épais que dans la version de base. Il y aura aussi une couverture pour le jeu, et ma foi, elles sont très jolies, même si j'avoue que l'édition standard permet de voir toute l'illustration, et je trouve que c'est plus joli que cette édition deluxifiée, alors certes bien encadrée avec le UV spot qui met en surbrillance les éléments du plateau, enfin pas du plateau, de la couverture, c'est très joli, mais j'aurais quand même tendance à préférer la couverture standard, même si c'est trop mignon pour moi, et que je suis pas hyper convaincu, j'aurais peut-être un tout petit peu d'embarras à la montrer dans ma ludothèque celle-là. Au-delà de ça, il m'intéresse pas outre mesure, donc ça m'évite de subir cet embarras. Voilà, les petits squishy mooncakes, les petits gâteaux. Et donc je le disais tout à l'heure, on va avec nos lapins se déplacer sur cette grille avec les différents ingrédients qu'on va donc pouvoir ensuite choper, collecter, avec notamment des recettes, hein, donc des prérequis avec des missions pour gagner des points, etc. Avec ces petites tuiles que l'on va placer donc devant notre atelier, notre labo, pour confectionner des élixirs et essayer de l'emporter en fin de partie face à nos adversaires après une partie donc d'environ 30 minutes, disais-je tout à l'heure. Vous avez ici le module Tabletop Simulator pour le tester éventuellement si le cœur vous en dit, ainsi que le livret de règles pour vous permettre de le faire. Voilà Wayback Now, on s'en fout, honnêtement, ça passe. Les add-ons, on a un Squishy Jade Bunny, petit lapin couleur jade, squishy lui aussi, à 6$. Je sais pas ce que ça vient ajouter en termes de gameplay, mais c'est là. On a aussi l'édition Deluxe de Steam Up, qui est disponible durant la campagne, à 65$. Plus potentiellement 6 si vous voulez la mini-extension Fate and Fortune. Ensuite le shipping pour le Canada c'est 23 et il y a possibilité d'aller chercher le jeu directement quelque part, donc gratuitement j'imagine, plus 5$ par copie supplémentaire, c'est l'occasion de faire des pledges groupés. Il en va de même pour la zone 1 de l'Europe qui contient la France, si mes souvenirs sont bons, France et Belgique qui plus est. Pour la Suisse, c'est 2, donc ce serait 14 ou 18, plus 5 encore par copie additionnelle. Et puis pour nous, on doit être dans la zone 2, j'imagine, de Asia, c'était ça je crois, ouais, Japan, c'est ici. Asia 2, donc 32, plus 12 par copie additionnelle. Voilà. C'est pas un jeu qui m'intéresse outre mesure, donc je passe. Mais sachez que si vous baquez, le jeu devrait
théoriquement être livré entre octobre et novembre, je pense que là c'est le fulfillment begins, donc la livraison commence et se poursuivra certainement jusqu'à, ça dépend où vous habitez, mais novembre-décembre quoi, avec bien sûr toujours les potentiels mois de retard qui peuvent arriver lors d'une campagne de financement participatif. Voilà donc pour Moon Bunny et ses 1353 contributeurs, 71 000 € d'engrangés 20 jours avant la fin de la campagne. Bon, c'est pas parce que la corde est gratuite qu'il faut se pendre, mais je pense qu'il y a moyen que chez Level 99 Games on soit un petit peu déçu du score de Spooktacular, leur nouveau projet qui pour l'instant est à 714 contributeurs, ce qui pour bien des éditeurs est loin d'être ridicule. On est quand même à 39 000 € approximativement d'engrangés sur 54 000 nécessaires à 3 semaines, pile poil, 21 jours de la fin de la campagne. Mais Level 99 Games n'est pas n'importe quel éditeur, il a quand même déjà 28 projets derrière lui, et vous les connaissez peut-être pour des projets toujours très originaux tels que Millennium Blades, l'espèce de simili jeu de cartes à collectionner, enfin qui retranscrit les expériences de jeux de cartes à collectionner sans en être tout à fait un, mais en étant un petit peu quand même. Bullet, ce jeu complètement improbable, qu'on avait d'ailleurs traité sur la chaîne avec Xavier il y a de ça un an et demi, parce qu'il est désormais disponible en VF grâce à Matago. Bullet qui a connu plusieurs campagnes, on a ici Bullet Petit Cœur, il y a Bullet Petite Étoile, il y a Bullet is Universe, donc la dernière campagne. On avait aussi récemment l'adaptation du jeu vidéo Dead by Daylight également, qui avait connu une campagne par Level 99 Games. On avait aussi vu Sakura Arms, on avait aussi vu Empire Real, et il y en avait un qui me tentait pas mal, c'était Argent The Consortium, qui n'a pas de VF lui pour le coup, mais qui est un jeu qui vous place dans une école de magie façon un petit peu Harry Potter, mais plus sombre on va dire. Il y a aussi Exceed, le jeu de combat un petit peu à la Street Fighter, qui serait sympa à tester également. Donc souvent des jeux assez originaux, assez atypiques, avec de beaux scores en général. Hein. Pour rappel, la dernière campagne de Millennium Blades, c'était quand même 3200 contributeurs. La dernière campagne de Bullet, c'était 2700. La dernière campagne de Dead by Daylight, bon, là, il y avait la licence derrière, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même 11 500 contributeurs. Et là, Spooktacular, bah, c'est beaucoup plus modeste. Hein. 714 contributeurs. Bah, c'est un petit peu moyen pour l'instant, il reste 3 semaines, ça devrait pouvoir financer, même si on n'est pas à l'abri d'une annulation due à une certaine déception des éditeurs, mais bon, il reste 3 semaines, on ira quand même chercher les 1500, voire peut-être un petit peu plus, ça devrait quand même pouvoir aller jusqu'au bout je pense. C'est un jeu un petit peu plus léger qu'à l'accoutumée pour Level 99, avec des parties de 45 minutes, et je crois que c'est pour 1 à 4 ou 1 à 5 joueurs, j'ai oublié entre temps. Mais bon, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner des monstres de films d'horreur au cinéma, avec des monstres asymétriques. Il y en a quand même 20, si mes souvenirs sont bons, oui c'est ça, 20 monstres de films de série B, de films d'horreur, qui allaient un petit peu prendre vie, sortir de l'écran pour attaquer les clients du cinéma. Donc oui, c'est pour 1 à 5, je disais tout à l'heure, hein. 1 à 5, partie de 40 minutes, 14 ans et plus. Et donc, vous allez avoir donc, vos monstres avec des compétences asymétriques, assez asymétriques apparemment. Vous allez pouvoir vous déplacer au sein des différentes pièces qui composent le plateau central du cinéma. On l'a aperçu voilà, ici, différentes pièces parmi lesquelles vous allez évoluer. Et puis, bah, vous allez faire peur, dévorer les clients de ce cinéma. Alors, les pledges, on a techniquement 2 niveaux de pledge, on va dire, qui sont mis en avant. Le Direct to VHS, donc c'est juste le jeu de base, plus également le petit 99 Heroes Spooktacular Special. Alors, le 99 Heroes, c'est un truc un peu transversal à leur catalogue en entier, mais je n'ai pas vraiment consulté en détail ce dont il s'agissait, parce que ça n'a pas l'air hyper intéressant sur le papier. Ensuite, le Cinematic Release 94, et ça va faire un petit peu de l'oxification, c'est un bien grand mot, mais ça vient aussi ajouter un deck de cartes, juste un deck de cartes, pas utilisable dans le jeu, juste les 52 cartes de base pour jouer, je sais pas, à la belote ou que sais-je encore. Justement, le pledge à 55, vous le voyez ici, il est déjà avec 39
petit meeple screen print à l'effigie des différents monstres que vous allez pouvoir incarner. C'est plutôt classe, c'est plutôt clean en termes de qualité de production. Les plateaux des différents monstres que vous pourrez incarner dans le jeu, donc asymétrique encore une fois, des petits tokens de monstres de ci de là, le fameux plateau central de cinéma avec les différentes pièces qu'il compose, ensuite 60 clients invités on va dire, 12 par couleur, des cartes d'action, peut-être un petit aspect de deck building là-dedans. Alors sachez que là c'est même pas précisé en fait dans la campagne, elle est un petit peu mal foutue de ce point de vue là. On ne sait pas si c'est coopératif ou compétitif. Je pense que c'est compétitif parce que c'est précisé nulle part que c'est coopératif, y compris sur BGG, donc ça doit être compétitif. Mais peut-être un système de deck building, puisqu'on a ici des cartes normales, des cartes uniques, donc potentiellement, à moins que ce ne soit juste des cartes uniques parce qu'elles dépendent du monstre que vous allez incarner, ça je sais pas. Donc différentes actions que vous pourrez entreprendre. Ensuite un sac, des petits tokens, etc. etc. Ensuite... on continue avec le pledge à 94, qui vient donc, en plus de ce que vous avez vu dans le pledge de base, ajouter donc ce fameux jeu de cartes, un petit deck de cartes, 52 cartes, voilà, c'est tout. Et puis également un playmat de Spectacular. Ça n'a pas un grand intérêt, parce que ça ne reprend même pas le plateau central, c'est juste un playmat à l'effigie des différents monstres, différents films d'horreur conçus pour le jeu. Je vois pas très bien l'intérêt, à part pour la collection éventuellement. Voilà, c'est à peu près tout, le how to play rapidement, avec les différentes vidéos de how to play, mais en réalité la campagne, elle, ne met pas tellement en avant le how to play. C'est un petit peu dommage d'ailleurs. Il y a même une soundtrack, il y a une, comment dirais-je, une BA, une bande, comment ça s'appelle déjà, j'ai oublié. Si, c'est ça, une bande audio, une bande sonore, pour le jeu. Et ça peut être sympa pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, ça peut être assez marrant. Et il y a quelques jeux de temps en temps qui font ça, et je trouve ça plutôt cool en termes d'immersion. Le shipping pour le Canada, 17 jusqu'à 32, mais ça c'est pour le retail, on s'en fout, donc 17-18, on va dire. Pour l'Europe, 17-20, et puis en Asia, il y a Asia et Asia Far également, peut-être le Far pour nous, j'imagine, mais c'est même pas précisé. Alors ça du coup, c'est pas hyper pratique, merci Level 99, le niveau 99, mais quand même, il y a quelques petits manquements de ci de là. Je pense que nous au Japon, dans le Asia 4, donc 28-30, voilà. Pour ce qui est donc de Spectacular, le nouveau projet de Level 99 Games, qui pour l'instant ne rencontre pas un franc succès, même si ça devrait pouvoir financer à terme 715 contributeurs 21 jours avant la fin de la campagne, près de 40 000 € d'engrangés à l'heure où je vous parle. Et du coup, c'est tout aussi pour les plats principaux. J'ai oublié de le dire, mais voilà, c'est fini. On va maintenant pouvoir passer au dessert, parce qu'il n'y en a qu'un seul cette semaine. L'heure est désormais arrivée de traiter du seul et unique dessert de la semaine. Vous étiez certainement déjà au courant si vous suivez un petit peu l'actualité du crowdfunding. C'est quand même une licence qui fait parler énormément d'elle, donc beaucoup de gens l'attendaient au tournant, d'autant plus que l'éditeur n'en est pas à son coup d'essai. Il nous avait précédemment sorti un jeu, lui aussi inspiré d'un jeu vidéo, lui-même inspiré d'une série de romans, puisque Go On Board, qui est un éditeur polonais, avait d'abord collaboré avec un éditeur de jeux vidéo polonais lui-même pour The Witcher, donc The Witcher Old World qu'on a vu donc, ici, qui avait connu plutôt des retours assez positifs on va dire. Tout n'était pas rose, mais c'est un jeu qui a quand même connu une très belle réception, qui a été suivi ensuite par The Witcher Path of Destiny, et désormais, donc avec toujours CD Red Project derrière, il y a maintenant Cyberpunk 2077 qui est leur nouveau projet actuellement en cours de campagne sur GameFound. Et vous le voyez, c'était assez couru d'avance, il est vrai, mais quand même 17 630 backers en l'espace de 4 jours de campagne, près de 3 millions de $ d'engrangés d'ores et déjà, 14 jours avant la fin de la campagne. Ils en ont mis de partout. Plafond, sol, moquette, il y en a de partout, c'est dégueulasse, mais que voulez-vous, avec une licence telle que Cyberpunk 2077, avec la collaboration avec CD Red Project, donc l'éditeur de jeux vidéo qui avait créé donc Cyberpunk, et il l'avait sorti il y a quoi, 1 an et demi, 2 ans? Je sais pas, le temps passe vite maintenant, hein. J'ai peut-être oublié entre temps, mais 2 ans, je dirais 2 ans. J'ai pas encore eu l'occasion de tester le jeu vidéo, alors que pour le coup c'est quelque chose qui m'attirerait pas mal. En revanche, Cyberpunk 2077, le board game, le jeu de plateau que l'on voit ici, et qu'on va explorer un petit peu durant cette campagne, j'aimerais bien le tester,
Mais de là à le baquer, je vous le dis tout de go, pour moi c'est a priori non, pour plusieurs raisons qu'on va énumérer les unes après les autres. Hein, parce que c'est comme ça que ça se fait, énumérer quelque chose. Simplement la première, c'est que c'est un jeu en campagne. Alors, en campagne mais rejouable, c'est pas exactement un jeu en campagne comme on a l'habitude d'en voir. Il y a quand même beaucoup de jeux de campagne qui proposent également ce genre de choses, il est vrai, mais là on est sur une campagne rejouable, plusieurs chapitres rejouables, donc de ce point de vue-là, ça peut attirer ou non pas mal de gens, c'est assez clivant on va dire, mais au-delà de ça, ce qui fait surtout que j'aurais tendance à m'écarter du chemin de Cyberpunk, c'est est-ce qu'on peut le voir ici? J'ai pas l'impression qu'on le voit ici sur la table, mais c'est l'appli et le timer. Oui, il y a un timer dans Cyberpunk. Pour vos tours d'action, vous aurez un timer. Et donc, c'est ce qui va permettre de vous foutre un petit coup de pression. Et du coup, en ça peut être super intéressant. Mais c'est pas forcément quelque chose que je recherche dans un jeu de plateau. Même si fondamentalement, quand on parcourt un petit peu la page, ce qu'en disent les différents créateurs de contenu sur le projet, ce qu'en dit l'éditeur lui-même, les ambitions qu'il affiche, ça va être un jeu assez intéressant fondamentalement. Donc, à tester, oui, sans aucun problème. À baquer, sans doute pas, d'autant plus que, vous l'avez vu, hein, il y aura du kilo plastique, il y aura masse de matos, du coup, ça va coûter un rein, bien évidemment, il faudra potentiellement hypothéquer vos enfants. Oui, le petit drapeau français, vous l'aurez déjà vu de toute façon en début d'intervention, mais il y a bel et bien une VF pour Cyberpunk, là aussi il fallait s'en douter avec l'importance de la licence qui se trouve derrière, on pouvait s'y attendre également. Donc c'est pour 1 à 4 joueurs, pour 60 à 90 minutes par partie, mais ensuite c'est une campagne, donc prenez ça avec, avec des pincettes, puisque il est vrai que chaque partie fait 60 à 90 minutes, mais comme elles sont toutes intrinsèquement connectées les unes aux autres, vous allez avoir du mal à commencer une campagne, puis changer de groupe, accueillir de nouveaux joueurs, etc. Bon, c'est un jeu qui a quand même des implications sur le long terme, donc il faudra essayer de se regrouper autant que possible avec les mêmes joueurs d'une partie à l'autre, donc sachez-le. Plus de 33 heures de gameplay dans cette campagne apparemment, et peut-être y aura-t-il des extensions, en tout cas on pourrait s'y attendre. Également, peut-être que je ferai, si j'ai le temps, cette semaine je suis vraiment pas sûr d'avoir le temps, mais si j'ai le temps, je vous ferai un nouveau petit effet visuel, je vais appeler ça peut-être l'alerte nixienne. Paf! Je sais pas si je ferai un petit effet là, pour vous le dire. L'alerte nixienne pour vous signaler que sur cette campagne, il y a une vidéo de Nix qui pourra vous en apprendre bien plus que je ne saurais le faire dans ce segment du menu crowdfunding, pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc directement, même si j'ai le temps, mais là encore une fois, pas sûr, le temps, la motivation, la mémoire surtout, qui me joue des tours, peut-être que je vous mettrai un lien en haut à droite de votre écran directement vers la review de notre cher camarade. On enchaîne, pardon. J'ai failli dire on entame, alors que non, pas du tout du coup. On enchaîne avec les pledges directement. Vous voyez ici qu'on a deux pledges de base. Enfin, de base, on a deux pledges. C'est pas la même chose. On a justement le pledge de base, le pledge standard, on va dire, pour 79$. Et ensuite, on a une version deluxe à 139. Autrement dit, quand même, un bon numérique de 60 quand même, c'est pas rien déjà, hein. Il y a une différence de prix assez conséquente, mais on va bien voir ce que ça ajoute. Bien évidemment, on vous met en avant ici la possibilité d'utiliser le fameux Stretch Pay, autrement dit, le paiement en plusieurs fois en vrai, en 7 paiements différents. Ça peut être intéressant pour certains, moi je trouve que c'est dangereux comme pratique, mais je comprends qu'on apprécie l'existence de cette chose. Au final, c'est la même somme que vous sortez, hein, ceci dit. Alors, la distinction entre l'édition standard et la deluxe se trouve ici, mais bon, il y a quand même masse de texte, donc on va passer, on va espérer que dans la campagne il y ait un distinguo plus visuel, mais en gros vous aurez plus de composants en plastique bien évidemment. Pour le reste c'est sensiblement la même chose, c'est essentiellement au niveau des composants qu'il y aura de la deluxification bien sûr. Il y aura aussi des stretch goals standards dans les deux cas, et également des stretch goals deluxe pour l'édition deluxe. Là jusque là ça fait sens, je pense que vous suivez à peu près. Donc voilà pour les deux pledges de base, 79 et 139, vous voyez que les composants plastiques c'est seulement du kiloplastoc, donc de la miniature en masse. On pouvait encore une fois s'en douter un petit peu.
Alors les stretch goals, on passe assez rapidement justement. Vous allez en avoir pas mal, il y en a déjà énormément de débloqués. En même temps, peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à faire un aussi gros résultat. Je pense que c'était quand même plutôt prévisible. Bon, après, il y a comme d'habitude les stretch goals. Quand on s'apprête à lancer une campagne dont on sait qu'elle va relativement bien fonctionner, on va préparer des stretch goals en sachant pertinemment qu'ils allaient figurer dans le jeu. C'est juste histoire de faire vivoter la campagne, etc. Bon, on en a déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Là, je dirais que vu l'écart entre certains niveaux de stretch goals, hein, 220, 245 000 pour un jeu de cette ampleur-là, évidemment que ça va être débloqué. Les espaces entre les deux sont très légers. Donc bon, c'est pour faire vivre la campagne plus qu'autre chose. Alors, les fameux Edge Runner, donc les personnages que vous allez pouvoir incarner, on en voit ici quelques-uns. Alors c'est un jeu dans lequel vous allez partir avec un plateau solo, un plateau individuel pour chacun des joueurs en présence, avec un personnage que vous allez décider de jouer. Il y aura des composants double épaisseur déjà, hein, donc de ce point de vue là c'est déjà de l'oxifié on va dire. Et c'est un jeu qui se base essentiellement sur de la gestion de main on va dire, hein. Vous allez pouvoir jouer des cartes à votre tour, des cartes qui vont vous donner des icônes, qui vont permettre là de vous déplacer, de tirer sur des adversaires, de lancer différentes actions. Vous aurez aussi d'autres emplacements qui vous permettront d'accomplir encore d'autres actions, mais ça on verra par la suite. On a aussi Judy Alvarez que l'on voit ici avec son set de cartes, etc. On a Panam Palmer. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Jackie Willis. On reconnaît effectivement les personnages du jeu vidéo. Bon, je n'y ai pas joué, mais je connais l'aspect visuel des personnages en question. Mais apparemment, l'histoire, elle, est relativement différente. Donc, allez voir un petit peu ce que vous propose la Nix dans sa vidéo, justement, à ce propos. Il en parle un petit peu. Comment dirais-je, l'univers est le même, les personnages sont les mêmes, mais le jeu prend un parti pris un petit peu différent scénaristiquement parlant qui vous permet de vivre une aventure totalement unique. Celui-là a été découvert avec les stretch goals, hein, Goro Takemura, donc il y aura encore plein d'autres personnages, on voit ici le T-Bog, etc. etc. Voilà un élément de la narration, on voit qu'il y aura donc différents chapitres au prologue, ensuite différentes mini-campagnes que l'on aperçoit ici au sein de Night City. Ensuite, on voit quelques aperçus un petit peu plus clairs, notamment sur les différents chapitres de la campagne. On voit ici le plateau de piratage, qui est un mécanisme central du jeu vidéo, qui a été intégré également dans le jeu de plateau. Et pour le coup, là, pour ce qui est du piratage, effectivement, je trouve que l'aspect timer se justifie un peu plus facilement. Ça ajoute un petit côté stressant qui va potentiellement nous faire perdre un petit peu notre sang-froid, et ça peut être super intéressant, effectivement. Je ne dénie pas justement l'aspect intéressant en termes de gameplay du timer, c'est juste que c'est pas quelque chose qui, moi, m'attire particulièrement. On continue, on a ici encore plus de matos, on a des éléments de gameplay qui sont révélés, des composants plutôt que des éléments de gameplay qui sont révélés, qui sont parfois propres à tel ou tel chapitre de la campagne, etc. etc. L'exploration de Night City que l'on voit ici avec le mapbook, très joli, encore une fois, on reprend pas mal d'éléments du jeu vidéo, c'est quand même très très joli. Après, je sais que on apprécie ou pas l'utilisation d'éléments disons visuels de jeux vidéo dans un jeu de plateau. Ça plaît pas forcément à tout le monde, certains préfèrent que l'on crée des éléments visuels en plus de ce qui est existant, de ce qui était préexistant via le jeu vidéo, pour que le jeu de plateau ait véritablement son identité visuelle. Ça me choque pas outre mesure, ça dépend des jeux. Là pour le coup, je trouve que ça se marie plutôt bien, ça me dérange pas outre mesure. Les miniatures ont l'air vraiment très très détaillées, très très classe, de ce point de vue là, il n'y a rien à dire. De toute façon, je pense qu'en termes de matos, on le voit, hein, le jeu est quand même très très beau, la qualité de production est vraiment au rendez-vous, et du coup ça coûte cher, ça c'est sûr. D'ailleurs dans la Deluxe, vous voyez que les miniatures des adversaires auront une sorte de petite plateforme sur laquelle vous allez les reposer avec un espace comment j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, mobile, voilà, c'était pourtant pas un mot très compliqué, mobile, qui représente en fait les points de vie. Donc plus vous leur tirez dessus, plus vous les frappez, plus les points de vie vont diminuer en fait simplement via la rotation de ce petit truc là que je n'arrive pas à trouver de mots pour le désigner. Ensuite donc on continue. On continue les fameuses cartes d'action, donc vos cartes d'action que vous avez utilisées en tour à tour pour vous déplacer, pour tirer, pour déclencher certaines actions, etc. Ensuite, continue. Il y a masse. La campagne est un peu chiante à regarder, il y a beaucoup trop d'informations, et du coup on s'y perd un petit peu. Là je vous avoue que
Ça, c'est un petit peu relou. Bien sûr, comme dans beaucoup de dungeon crawler, même si faut garder ça, faut prendre des pincettes quand on parle de dungeon crawler, c'est pas spécifiquement un dungeon crawler à proprement parler, mais il en reprend pas mal de facettes, on va dire. Vous allez avoir plusieurs tuiles qui vont composer différents lieux, différents bâtiments dans lesquels vous êtes amené à évoluer. Il y a un point assez particulier aussi qui me revient à l'esprit quand je vois ça en repensant à la vidéo de Nyx, c'est l'aspect un petit peu, comment dirais-je, contre-intuitif des ennemis qui ne vont strictement pas, comment dirais-je, vous poursuivre. Par exemple, si vous... En fait, je pense que si je me souviens bien, les ennemis vont potentiellement vous attaquer en début de tour si vous vous trouvez dans le même emplacement qu'eux. En revanche, si dans votre tour, vous entrez dans la salle, vous leur tirez dessus, vous ressortez de la salle, ça leur aura fait ni chaud ni froid apparemment. Et ça, c'est un petit peu bizarre en termes d'immersion, je trouve. Mais bon, là-dessus on passe. Encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo de Nyx qui saura vous en parler bien mieux que je ne saurais le faire dans ce segment de la vidéo qui n'est pas vraiment dédié à ça à proprement parler. Donc on continue, il y a vraiment trop de trucs et du coup ça commence à être chiant, mais là on voit aussi qu'il y a certaines cartes qui vont être utilisées en haut de votre plateau également, donc des cartes à crafter qui vous offriront des petits bonus. Alors je sais pas si c'est forcément unique ou si ça peut être sur le long terme également, de manière plus pérenne, etc. Et bien sûr c'est une campagne, donc on peut aussi facilement imaginer que certaines améliorations vont être amenées à rester, d'autres à disparaître, etc. Donc il y a aussi ça à prendre en compte, bien évidemment. Ensuite, là les key features arrivent un petit peu tard dans la campagne, on est déjà au 4-5e de la campagne, c'est un petit peu chiant. Oui, beaucoup d'action, bien évidemment, les combats sont au rendez-vous. D'ailleurs, il y a pas mal de commentaires qui reviennent dans la vidéo de Nyx, mais aussi un petit peu ailleurs, sur les combats justement qui semblent un petit peu trop bourrin, un petit peu rentre dedans, et parfois juste inévitable, alors que le jeu vidéo, lui, vous offrait une facette pas forcément nécessaire, qui n'était pas le seul chemin que vous pouviez suivre, mais qui vous permettait de le faire, d'être assez dans la discrétion, dans l'infiltration. Apparemment, là, c'est quand même assez bourrin. Il y aura du combat en masse, que vous le vouliez ou non, apparemment. Ensuite, le développement de vos personnages, bien évidemment, au cours de la campagne, ils vont être amenés à évoluer, à s'améliorer, à devenir de plus en plus puissants. La qualité des composants, bien sûr, est au rendez-vous. Et puis donc, la ville de Night City, avec toutes les petites cartes de rencontres aussi que vous allez pouvoir faire avec différents personnages de cet univers tant apprécié par les gamers. Voilà, on va continuer maintenant avec les reviews, parce que bon, on va pas passer trop de temps là-dessus non plus, essentiellement en anglais bien évidemment, mais on va retrouver aussi quelques reviews en langue étrangère, puisque vous le voyez, il y a quand même pas mal de langues disponibles. C'est aussi le moment de dire que vous le voyez, au-delà de l'anglais qui bénéficiera d'une livraison relativement rapide entre guillemets, toutes les autres langues seront livrées au cours d'une seconde vague de livraison. Bon, c'est toujours un petit peu chiant de se dire qu'on est rangé au second rang, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça malheureusement, alors que même l'éditeur est polonais, le polonais fait partie de la deuxième vague. Ça, c'est quand même un petit peu étrange, mais bon, c'est ainsi. Le shipping, les frais de port pour l'Union Européenne, ça va aller de 23 à 26 $ en fonction du pledge que vous allez sélectionner. Pour la Suisse, ça devrait être ici, j'imagine, Rest of Europe, donc 41,45, Canada 27,29, et pour nous qui devrions être dans le Rest of Asia, ouais, c'est Japan, 49,59 $ de frais de port, ça picote un petit peu. Et sur la page de la campagne, j'ai pas aperçu la vidéo de Nyx. En même temps, même les créateurs de contenu anglophones, il n'y a pas de lien cliquable ou que ce soit. C'est quand même un petit peu dommage. En même temps, vu la taille de la campagne déjà en l'état, c'est vrai que s'ils avaient ajouté une liste de toutes les vidéos publiées à propos du jeu, ça aurait pu être encore un petit peu plus chiant à consulter, c'est pas faux. Mais bon, du coup, ça m'encourage encore plus à vous mettre le lien en haut à droite au moment où j'en aurais parlé, donc un peu plus tôt, peut-être dans la description aussi, on verra bien. Quoi qu'il en soit. Voilà donc pour ce qui est de Cyberpunk. Au final, on se retrouve qu'avec 2 pledges, ce qui n'est pas non plus déconnant. C'est pas genre, je m'imaginais avec plus de niveaux de pledge que ça en réalité. Peut-être qu'il y en aura plus par la suite, peut-être qu'ils n'ont pas encore tout dévoilé, peut-être que d'ici les 14 jours qui nous séparent de la fin de la campagne, on aura une boîte d'extension ou que sais-je encore qui serait disponible. C'est pas impossible, je en doute, je pense qu'ils vont se contenter de ça pour cette première campagne, d'autant plus que ça marche très très fort.
Mais c'est bien d'avoir que 2 pledges, ça évite de se perdre dans la campagne, même s'il y a beaucoup d'informations, c'est très visuel, etc. Certes, mais bon, à mon avis, on va rester sur 2 niveaux de pledge pour l'instant en tout cas. 17 645 backers, donc disais-je, pour l'instant, donc très bon début de campagne. On est, je le rappelle, à près de 3 millions de dollars sur cette campagne. Ça plaira pas forcément à tout le monde, ça a certains aspects du dungeon crawler en campagne et d'autres qui le distinguent assez radicalement de ses habituels dungeon crawlers, dans un univers qui est assez différent aussi des dungeon crawlers habituels, il faut bien le dire. Le côté timer qui est assez particulier, les combats qui ont l'air d'être relativement indispensables, mais avec une IA en face qui parfois peut avoir un QI d'huître vraisemblablement, mais il semblerait que le jeu quand même soit assez sympa et offre un gameplay assez intéressant mine de rien. À confirmer donc. Voilà donc pour Cyberpunk 2077, le nouveau projet de Go On Board avec encore une fois une collaboration avec CD Projekt Red. Et ma foi, c'est tout pour ce 150e numéro du menu crowdfunding, dont j'espère que vous aurez apprécié cette petite intro pour laquelle je remercie à nouveau mes 2 camarades Xavier et Nyx. Et puis bah du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci encore de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher votre petit like, un petit j'aime, une petite abonnement si ce n'est pas encore déjà fait bien évidemment. On se retrouve très prochainement sur la chaîne des Ludovores. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.